Voilà, viens mon cœur à côté de moi. Quand on était petit, on n'avait pas de télévision, on avait deux radios dans le village, un dans le magasin à gauche et l'autre à droite. Et alors ils mettaient les chansons arabes et le soir, tout le monde, il préparait à manger, on mangeait un endroit et tout le monde y chantait. Mon papa qui chantait tout le temps, sans arrêt. Pendant qu'on dormait, on se levait sur sa chanson. Quand les invités ils arrivaient chez lui à la maison, il chantait aux invités de la porte jusqu'à l'intérieur de... C'est vrai que mon grand-père, quand il chantait, c'était un événement quand même, quoi. Mais on avait aussi, on n'est pas une famille de musiciens, mais c'est vrai que la musique fait partie de notre identité aussi. Je me souviens qu'on écoutait Sabah, la chanteuse libanaise, on écoutait Wadi Safi. Je chante tout le temps moi à la maison avec le... On écoutait Wadi Safi, mon grand-père adorait Wadi Safi. Ismaël, oui, on écoutait aussi, oui. Oui, puis on aime Fayrouz, c'est quelque chose. Je veux dire, on ne peut pas ne pas tenir compte de Fayrouz dans notre apprentissage de l'arabe, de la culture arabe, de la poésie arabe et de la chanson. Je veux dire, Fayrouz, quoi qu'on en pense, elle a incarné un certain éveil de l'utopie arabe. Il y avait une sorte d'utopie, d'esprit de combat, mais aussi de fraternité, très très fort. Chaque matin, je veux dire, c'était le café du matin, Fayrouz, je veux dire, du Maroc jusqu'au Chat al-Arab, jusqu'à la frontière entre l'Irak et l'Iran. On écoutait Fayrouz et sa voix résonnait dans notre maison aussi. Et chez Skandar et Daouya aussi, chez mes grands-parents aussi, quoi. جرحب يندع الحرية يا بحرية هلا هلا. Je me suis trompé, donc on va recommencer. Non, c'était bien. Non, je me suis trompé. Non, mais c'est parce que je suis impressionné. شدوا الهمة همة قوية مركب يندى عالبحرية يا بحرية هلا 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 شدوا الهمة همة قوية جرح بيندى عالحرية. En fait, voilà, moi je suis venue en 1973, le 29 juillet 73, en Belgique. Et j'étais enceinte de Bahar. Et voilà, quand je suis arrivée en Belgique, j'ai été un peu perdue. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont aidée. Je ne parlais pas le français, je ne m'exprimais pas le français. Je parlais que l'arabe et mon mari travaillait et il me demandait toujours d'aller faire les courses pour que j'apprenne le français. Et c'est le boulangerie, le pâtisserie, le voisin qui m'aidait à parler, à bien m'exprimer en français. Puis voilà, en fait, c'est pas grâce à ces voisins et amis et boulangerie, boucherie que j'ai appris le français. Je n'ai jamais été à l'école ici. J'ai été un peu à l'école néerlandophone à Vilvoorde, mais sinon j'ai toujours parlé le français. Puis voilà comment je transfère l'arabe à mes enfants, c'est notre identité. Moi, quand j'ai été à l'école en Turquie dans les années 60, j'ai reçu beaucoup de coups de bâton sur la tête, sur la main, parce qu'on donnait des coups de bâton sur la main. Nous sommes des gosses, on parlait la langue maternelle, c'était l'arabe. Et alors, par le gouvernement turc, ça a été interdit de parler l'arabe. Et nous, automatiquement, dans la classe, on parlait le turc, mais les trois quarts, c'était en arabe. Même le prof qui venait dans notre village, il était étonné comme quoi nous sommes tous, on parle qui l'arabe. Voilà, puis je suis venue en Belgique, je me suis mariée là-bas, j'avais 15 ans, et je suis venue en Belgique. C'était vraiment différent que maintenant, la Belgique, ça a été meilleur que maintenant. On avait toutes les chances de trouver du travail facilement.
Puis j'ai été enceinte de Bahar, mais j'ai cherché du travail, j'ai trouvé plusieurs travails dans la même journée. On était, vraiment, ça a été toutes les facilités à l'époque. Puis avec le temps, tout a changé. Puis voilà, Bahar il est né. J'ai amené ma maman. La chance que j'ai eu ma maman ici, parce que j'ai eu Bahar à 16 ans. Et c'est ma maman qui s'est occupée de Bahar et elle lui parlait tout le temps en arabe. Tout le temps. Et après, il y a mon papa qui est venu. Puis voilà, moi, quand je suis venue ici, en fait, c'est vrai, mon papa, il a été très, très croyant. Mais j'ai amené aussi mon papa un an après. Mon papa, il était très croyant. Mais mon papa, il nous disait, moi, je vous ai donné l'éducation. Et la meilleure éducation, c'est à vous de pratiquer. Moi, je suis venue avec une mini-jupe, je suis venue avec une talon, même si j'avais 15 ans. C'était pas interdit, il n'y a personne qui regardait ce qu'on habillait ou pas habillé. J'ai été enceinte de Bahar, j'avais des mini, j'avais des pulls très courts, on voyait le nombril et tout ça. Il n'y a personne qui regardait de travers. Mais et puis l'arabe que j'ai toujours parlé avec mes enfants, j'ai dit c'est notre identité. Je me sens à 100% belge et j'adore la culture, je me sens à l'aise, je me sens bien protégée, je me sens tout ici. J'ai élevé mes enfants, ils sont tous nés ici. J'ai donné la meilleure éducation, ils ont bien étudié. Je remercie beaucoup. C'est vrai, ça n'a été pas facile au début, parce qu'avec le français et tout ça, mais moi, comme je suis une femme seule, ils m'ont aidé beaucoup pour que je fasse étudier mes enfants et tout ça. Si on peut parler d'ouverture d'esprit, je la dois en partie à mon père. Parce que mon père voulait tout faire pour sortir ses enfants de sa condition d'enfants pauvres, d'enfants de mendiants, de mineurs, de prolétaires, d'ouvriers. Mais il m'a éduqué un peu à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il lui arrivait, entre deux courses, en tant que taximène dans les années 80, de me ramener des caisses entières d'encyclopédies, de livres qu'il allait acheter en ville, et ça touchait à tout, aux dinosaures, aux volcans, à la biologie, au règne animal, etc. Mais c'était dans des caisses en vrac, quoi. Donc c'était pas qu'il m'apprenait des choses en me les expliquant de manière académique, c'était que voilà, il me donnait l'opportunité, à travers le travail qu'il fournissait, il travaillait très dur, il travaillait pour son compte en tant que taximène, et quand il faisait les courses, c'était aussi chaque fois avec des grandes caisses de fruits et légumes, donc il nous a privés de rien. Alors il avait beaucoup de défauts. En arabe, dans son quartier, quand il était jeune, à Souaidi, et donc à Séleucie de Pierry, on l'appelait l'Asabé. Il était un peu nerveux. Il avait un caractère un peu sanguin, mais en même temps, il était très tendre avec ses enfants, et il nous a donné toutes nos chances pour quitter notre condition d'ouvrier. Mon père n'a pas fait d'études, mais c'était un autodidacte qui absorbait très facilement les langues étrangères. Il est arrivé en 1963, il a travaillé dans les mines de charbon en Wallonie, ce qui lui a donné l'occasion de rencontrer des Italiens, des Espagnols, des Grecs. Et puis alors il s'est installé à Bruxelles, puis après s'être marié en 73, en 73, il a travaillé longtemps en tant que taximène, et donc grâce à la clientèle qu'il servait, eh bien, il a comme ça glané des mots de ci, de là, et il parlait un français assez élégant, un français un peu désuet, un français de Bruxelles qui était encore parlé dans les années 60, 70. Il parlait également un turc assez châtié, avec un vocabulaire ottoman assez riche, et même son arabe était d'un certain niveau. Et pourtant, mon père était un ouvrier, et son père était un mendiant.
Donc je viens d'une famille extrêmement pauvre, donc des paysans du côté de ma mère et des gens qui étaient, je veux dire, tout au bas de l'échelle sociale du côté de mon père. Je parle l'arabe, le turc, le français, le néerlandais, l'anglais, l'italien et je baragouine un peu d'espagnol. Alors ma langue maternelle est l'arabe. Puis ensuite, très vite est venu s'installer le français dans ma vie, vu que je vivais à Bruxelles. Donc j'ai commencé l'école primaire en 1980. Puis je me suis intéressé à un certain nombre de choses. C'était une époque, une génération où on était vraiment ouvert sur le monde. Je me souviens de mes camarades de classe d'origine chilienne. Donc c'était des enfants d'intellectuels qui étaient pro-Allende. Et après le coup d'État de Pinochet, ils se sont retrouvés à Bruxelles et j'habitais à côté d'un quartier que l'on surnommait Chile Chico. Et mes copains chiliens, ils lisaient des bouquins d'histoire ou de philosophie ou de politique à la cour de récréation, imaginez. Ou alors à la maison, ils jouaient du piano, de la guitare. Et donc ils avaient un certain bagage, un certain capital intellectuel. Et ces amis chiliens m'ont toujours impressionné. Mais j'étais également en contact avec plusieurs communautés de Bruxelles, notamment les Turcs et les Marocains, qui m'ont eux aussi apporté énormément. J'ai des origines à la fois arabes et turques, je viens d'Antioche et quand je parle d'Antioche, je suis obligé de décliner le nom de cette ville en diverses langues. D'abord, on l'appelle Antioche en français, mais Antioche s'appelle Antakya en arabe. Et elle est plus connue sous le nom de Hatay en turc. C'est toute la difficulté que j'ai quand il s'agit de me présenter. Je dois chaque fois faire des références au français, à l'arabe et au turc parce que je vis au croisement de ces trois civilisations. D'autant que quand on est bruxellois, on est entre le monde germanique avec la Flandre et le monde latin avec le français. Et donc voilà, je considère que je suis un peu un homme des marges, perdu au milieu d'une immense histoire, de grandes civilisations. Et quand je me tourne vers mon passé, j'ai parfois le vertige. Quand je me retrouve à Antioche et dans ses environs, en fait, j'ai le vertige parce qu'on marche sur des pierres, sur un sol qui a plus de 5 000 ans d'histoire. Kara çadırda geçmiyor günler, geçmiyor günler.